Avec Univers Gaïa, je prends soin de moi. Radio Univers Gaïa, bonsoir. Dans Guidage, on reçoit Céline Brelé. Céline, bonsoir. Bonsoir. Avec un magnifique accent québécois qui nous arrive tout droit du Québec. Exactement. Vraiment, même en face de la ville de Québec. Au centre. Oui, exactement. Nickel. Alors, Céline, tu vas nous parler, un petit peu de toi, de ton parcours en tant que guérisseuse. Comment on te définit? Explique-moi un petit peu. Je me mettrais pas en tant que guérisseuse plutôt, mais plutôt un guide. Guide. Tu vois. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je porte beaucoup de casquettes dans ce sens-là, mais pour commencer mon histoire, je pourrais te dire que moi, à 4 ans déjà, je montrais le Christ sur une page de la Bible à ma mère qui était sur la montagne, qui montrait le ciel. Puis je disais à ma mère, je vais faire comme lui et je vais parler de Dieu. Aujourd'hui, je vais dire de la source, tu vois. Et ma mère a dit, ben oui, c'est OK. Mais je savais pas qu'à cette époque-là, je m'engageais dans un parcours de vie qui serait ma destination finale, tu vois. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours pensé à ça. Alors donc, bien sûr, ma mère me l'a jamais laissé... paraître que c'était fou, que c'est ça, tu vois, c'était correct. Surtout, donc, elle avait déjà une ouverture oui, mes parents, j'ai spirituelle. Mais le père de mon père était médium, il avait des dons. Mais il était sur une ferme. Et mon grand-père, lui, il faisait beaucoup de concoctions avec le plancton pour une blessure. Tu vois, il prenait des herbes qui étaient là, il faisait des onguents, il faisait... Alors donc, c'était intéressant. Puis quand j'allais à la ferme, mon grand-père, il me disait, Céline, va dans l'écurie. Les gnomes, cette nuit, ont tressé la queue des chevaux. Alors, je courais à l'écurie, puis j'allais voir toutes les queues des chevaux tressées. Puis moi, c'était hors de tout doute que c'était les gnomes, tu vois? Alors, c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, tu vois, dans cette zone-là. Et après, pour moi, je jouais avec eux, tu vois. J'allais en forêt, puis je leur faisais des petites tables, des petites chaises en dessous des champignons, tu vois. J'avais envie qu'il y ait des places pour eux. Tu crées un lien déjà avec eux? Ah oui, déjà, très, très petite. Les fées, tout. Alors donc... pour moi, c'était un monde visible, mais j'avais des perceptions que mes sœurs n'avaient pas. Parce qu'on est 8 filles chez nous. Alors donc, 2 garçons, 8 filles. 8 filles. Je suis la 3e de la famille, la 2e fille, par exemple. Mais j'ai toutes les perceptions de mon père puis de mon grand-père, la seule. Donc, les hommes étaient médiums dans ta lignée, en fait. Oui, voilà. Et puis, mon père, lui, est devenu phytothérapeute. Mon grand-père qui faisait des onguents et tout. Et puis moi, je suis la seule qui a pris le côté de médecine, tu vois. Je suis allée vers la psychologie, mais aussi, je connaissais tout du corps humain. Voilà, dans ton cursus, en fait, au démarrage, tu es passée par quelle formation, quel diplôme? En fait, moi, j'ai fait beaucoup de formations à l'ANIOS, Association gnostique anthropologique Québec. Après ça, j'ai fait des formations en psychologie, mais à l'Université de Québec, de Sherbrooke, tu vois, de base. En anthropologie sur les religions aussi, parce que moi, ma question, c'était toujours, qu'est-ce qui se passe après la vie, tu vois? Oui, parce que tu étais happée par cet univers déjà. Ah parce oui, que mais tu très ressentais... petite. Moi, Tu communiquais déjà avec l'au-delà? Moi, je savais toujours les choses avant que ça se dise, mais... on me disait que j'avais... En clair connaissance, alors? On me disait toujours que j'avais une grande gueule, parce que je disais toujours les choses, je dérangeais. Mais moi, je sais souvent toutes les choses avant qu'elles arrivent. Puis c'est un peu dérangeant, mais bon, j'ai appris à vivre avec, parce que depuis que je suis petite, je vis avec. Mais c'est vrai que pour d'autres, ça paraît, waouh, extraordinaire, mais pour moi, non. Et dans ton cursus, justement, d'études professionnelles avec la psy, comment ça s'est passé, ce côté? Mais écoute, j'ai même pas voulu avoir le diplôme. J'ai refusé le diplôme. Oui. Parce que mon âme me dit, prends pas le diplôme, ils vont te bloquer dans tout ce qu'on va te conduire à vivre dans ta vie. Tu peux pas avoir... Alors donc, c'était OK. Je ne suis pas attachée, moi, à avoir des papiers, de toute façon. J'ai dit, OK, je prends pas, j'irai pas chercher le diplôme, rien. J'ai continué mon chemin, par exemple, mais ça a été un outil extraordinaire parce qu'à partir de la connaissance que j'ai eue par la suite au niveau de l'âme, je comprends encore plus. Aujourd'hui, j'enseigne à des psychologues, à des psychiatres. Fait que je suis contente parce que mon travail donne des fruits. Hein? Je vais plus loin qu'eux. Alors, ils sont contents parce que là, je leur donne des outils. Par rapport à l'âme?
Par rapport à l'âme, parce que comme j'ai dit hors zone, que j'ai déjà passé par 2 morts, 2 NDE. Donc, pour moi, j'ai la connaissance au niveau de l'âme, de ce qui se passe de l'autre côté, des choix qu'on fait avant de venir, et comment ça se fait. Et là, ça m'a fait comprendre, dans mon travail en psycho, que tout a un lien. Tout a un lien, mais je peux le voir plus loin, plus fort, plus compréhensible. Et là, c'est... Waouh, c'est extraordinaire, toi. Et ce que je pouvais faire en 7 ans en psycho avec quelqu'un, aujourd'hui, en trois rencontres, je règle le problème, tu vois. Donc, c'est une différence entre 7 ans de psychothérapie ou 3 rencontres où on va aller vraiment sur le point le plus faible. Donc, avec ça, moi, j'ai la connaissance que les sages m'ont transmis sur les lettres initiatiques. Alors donc, les lettres de feu, les non, lettres... c'est toutes les voyelles, les consonnes, ils ont un langage secret, un langage sacré. Et moi, quand je regarde une personne, son nom, prénom, je raconte son histoire. Je peux raconter son voyage, ses blocages, où est-ce qu'elle va avoir des difficultés, est-ce que ça va être facile, qu'est-ce qu'elle va avoir à rencontrer, où sont ses forces, puis comment aller les puiser pour surmonter tout ça. Puis, et puis après, j'enseigne aussi la numérologie de l'âme. Donc, quand tu as toute la connaissance cachée derrière, tu comprends tout pourquoi la devanture, elle a ce bug où elle avance, où elle est lumineuse et tout, tu vois, ça change tout. Et quand une femme passe de son nom de jeune fille à son nom d'épouse, il y a une transformation dans sa vie? Bien sûr, parce que à partir du moment ton nom de jeune fille, c'est le plus important, parce que tu travailles pour toi, mais tu travailles aussi pour tes ascendances et tes descendants. Donc, ça, c'est important, c'est ton chemin est là. Mais l'époux va t'amener une autre expérience de vie. Qu'est-ce qui vient m'amener cette expérience? C'est ça qui est important. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'on aura à vivre en commun, puis quelle est l'expérience qu'on va avoir à vivre ensemble. Mais jamais perdre son nom usuel, par exemple. Ça, c'est important. Moi, j'ai repris... Il faut garder les deux, en fait. En fait, quand on me présente, le plupart du temps, on va dire Céline Bouffard-Brûlé, tu vois. Parce que mon nom usuel, tu vois, j'ai été écrit sur mes plaquettes, mais mon nom usuel est important. Parce que je travaille aussi pour ma descendance. Aujourd'hui, j'ai 7 petits-enfants, j'ai 2 fils. Eux autres aussi vont recevoir toute cette énergie. Et puis, mes ascendances, mes parents, mes frères, mes sœurs et tout. Donc, je suis heureuse que mon progrès, ma façon d'évoluer, les aide aussi, quoi. Qu'est-ce que tu proposes justement dans tes cursus de formation que tu viens que tu viens proposer en France et en Europe? Par exemple, la numérologie, etc., tu l'enseignes aujourd'hui? Oui, mais ça, c'est dans un autre niveau. Le premier niveau, j'appelle mémoire de l'âme, niveau 1, tu vois, parce que c'est la base. Et là, je vais parler dans cette base-là, de la connaissance du pourquoi on existe, pourquoi que la source a décidé de créer cette planète qui, au départ, s'appelait Urantia, qu'on appelle Terre aujourd'hui, quel était son but et comment que nous, on est arrivés sur la Terre. Et après, quand on a bien situé ça, on va parler du voyage de l'âme pour comprendre notre choix à chacun de nous, parce que chacun choisit, personne ne choisit à notre place, même nos difficultés, c'est comme ça. Et après, je vais décortiquer pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils viennent régler ou apprendre de plus de ce qui s'était passé antérieurement dans un autre passage de vie. Toute la gestation, les scénarios de naissance reliés à leur histoire. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment que moi, j'ai fait beaucoup de radio en live avec des parents qui m'appelaient. Voilà, moi, j'ai porté mon enfant dans telle condition, j'ai eu tel scénario à la naissance, forceps, avec un cordon autour du cou et tout. Et là, moi, je décris tout le comportement de l'enfant et comment il va réagir et comment on doit, nous, agir pour l'aider. Et ça, pour la réparation. Oui, et ça va être issu de ce qui s'est passé dans une autre vie. Donc, exemple, si dans une autre vie, tu n'as jamais été capable de t'exprimer parce que tu étais toujours sous menace. Tu as accès aux mémoires du passé pour avoir les informations ou tu le sais par... Non, mais parce qu'à force de travailler avec des gens, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le métier et plus. Donc, à 20 ans, je commençais déjà à avoir toute cette connaissance-là, mais j'ai évolué énormément, tu vois. Alors donc...
on peut cataloguer, à force de faire des patients, que voilà, tel scénario, vraiment, il y a Bien toujours sûr. cette réaction. On peut faire des... Tu vois, on va faire Des liens. des cases, Des on cases, va ouais. pouvoir. Et ça s'est confirmé au fur et à mesure qu'on évoluait, puis en travail avec d'autres psychologues et tout, tu vois, on s'est aperçu que, voilà, exemple, comme je disais tout à l'heure, si un enfant, il vient au monde par forceps, tu vois, alors il va avoir comme comportement dans son futur de que tout ce qui vient vers lui va lui demander un effort. C'est-à-dire, on va dire, fais ton lit. Ben, pourquoi je vais me recoucher ce soir? Tu vois, il ne voudra pas. C'est à ton tour, il faut que tu viennes faire la vaisselle. C'est pas mon tour, c'est le tour de ma sœur. Il faut faire tes devoirs. Oh non, je suis fatiguée, je l'ai fait toute la journée, tu vois. Ça devient pour lui astreignant. C'est un effort. Alors donc, on peut présumer que dans une autre vie, cet enfant-là a eu à faire des efforts, on l'a poussé à faire des choses qui n'étaient vraiment pas cette personne. Alors donc, dans cette vie-ci, ces efforts-là a changé dans le choix et non dans l'obligation. Donc, pour ça, il faut que les parents Choisir des comprennent. choses qu'il aime, en fait. Et oui, et pour ça, il faut que les parents comprennent que s'ils nous montrent comme ça, c'est pas contre le parent qui est pas gentil, là, tu vois. C'est quelque chose qui est tellement fort en lui de souffrance de notre vie que le parent peut pas comprendre. Alors donc, on va donner une technique aux parents de changer sa méthode d'approche avec l'enfant pour qu'il fasse les choses, ça soit pas difficile. Moi, dans des conférences, à un moment donné, je demandais, est-ce qu'il y en a qui sont venus au monde par forceps? J'avais une jeune adolescente qui avait peut-être 18-19 ans dans les études. J'ai dit, tu dois avoir fait beaucoup d'efforts, toi, pour apprendre à... Elle a dit, mon Dieu, si tu savais. Elle, c'était dur. Et toutes ses amies à côté, c'était facile. Pourquoi elle était venue au monde par forceps? Pour elle, tout était un effort, tu vois. Ça, je te donne un petit exemple, mais la galerie est large, là, tu vois. Là, ça peut être plus long. Donc, ça, c'est important, vraiment important. Et on peut aider vraiment le développement des enfants. Et justement, hier, j'ai arrêté dans un centre au-dessus d'Annecy, dans une montagne, où la femme, elle est naturopathe et elle s'occupe avec des parents, d'aider les enfants à gérer mieux les enfants et tout, comment regarder autrement et tout. Et je vais aller faire une conférence pour les parents de cette naturopathe, là, tu vois, pour les enfants. J'aime... c'est notre regard de demain, hein. Nous, les enfants, c'est ceux qui vont ouvrir la voie, qui vont créer un monde nouveau. Mais il faut les aider. On parlait justement de tes écrits et des petits contes initiatiques que tu viens de réaliser, qui sont écrits, tu me disais, déjà depuis 15 ans. C'est incroyable. Donc, depuis 15 ans, tu avais ces contes et tu as attendu qu'il y ait des ouvertures pour en accoucher. J'ai écrit des mini-romans initiatiques parce que ça s'adresse vraiment à des enfants qui vont avoir 8, 9, 10 ans et plus, tu vois. Mais je dis ça, mais toutes les mamies qui l'ont acheté, c'est elles qui le gardent. Shanundra. 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 Le nom, il t'a inspiré comment? Je l'ai reçu par mon canal. Ouais. Alors, Shanundra, l'enfant lumière, c'est vraiment... pour moi, c'était un coup de cœur. J'ai vécu avec Shanundra tout le temps. Je l'ai vécu, que je l'écris, puis tout ça. La nuit, je la voyais faire ses expériences, puis je savais ce qu'elle voulait que je raconte et tout. Mais on a tellement de parents qui sont en démarche maintenant d'apprendre plein de choses, de connaître plein de choses. Il faut que les enfants aient des outils pour pouvoir comprendre ces parents-là. Sinon, ça crée des frictions. Donc, on les prend à partir de l'âge qui commence à raisonner, tu vois. Alors donc... 8, 9, 10 ans. Mais les mamies vont le lire aussi à des enfants plus jeunes. Et quand j'arrive, ils me disent « C'est toi, Mamie Mé? » Parce qu'on parle de Mamie Mé dedans, tu vois. Alors donc, Shanundra, l'enfant lumière, c'est une petite fille qui a 2 parents qui sont épidémiologues, tu vois, qui s'en vont en Afrique pour 2 ans, ils ont un contrat. Et on décide de la laisser chez la grand-mère. La grand-mère qui vit en campagne, au bord d'une montagne, tu vois, au pied d'une montagne, et qui, elle est spéciale. Parce que les gens vont la voir pour avoir de l'aide, pour entendre des choses qu'ils ont besoin d'en prendre, tu vois. Mais la Mamie Mé, elle est très ouverte, puis Shanundra l'aime beaucoup, tu vois. Fait qu'elle s'en va vivre chez sa Mamie Mé. Et à un moment donné, la mamie est dans le jardin, puis la petite le rejoint, puis elle dit « Shanundra, t'entends pas les petites sylphides te parler? Tu vois pas les petites fées? » Reste à l'écoute, écoute, Shanundra. Et là, tout d'un coup, elle est assise, puis elle attend, puis elle voit une petite déva sortir. Une petite déva sortir d'une carotte, imagine. Alors, la petite, elle regarde sa mamie, puis sa mamie sourit, puis elle dit rien. Puis là, la petite déva vient vers elle, puis elle lui dit, moi, je suis l'âme de la carotte.
c'est moi qui l'aide à donner de la bêta-carotène, à grandir et tout. Puis elle dit, chaque légume, chaque pousse, chaque arbre a une âme. Et là, la petite, elle dit, oui, mais elle dit, ah bon? Elle comprend pas trop. Puis là, elle regarde sa grand-mère, puis elle dit, comment je vais faire pour les manger maintenant? Puisqu'ils ont toutes des petites dévas, ils ont des âmes. Et elle leur explique, il faut qu'elle les mange parce qu'elle a donné toute son énergie pour la faire pousser, donner sa bêta-carotène pour nourrir les enfants, pour qu'ils soient en santé et tout, mais de ne pas s'inquiéter parce qu'elle va retourner dans une autre petite pousse qui va redevenir une autre belle carotte. Puis là, elle va lui expliquer que c'est pareil pour elle. Et elle va expliquer qu'un papillon qui va butiner ou une abeille qui va butiner, par exemple, une rose, après avoir mangé tout le sucre de la rose va faner. Mais est-ce que l'abeille va mourir parce que la rose fane? Ben non. Elle va chercher un autre domicile pour aller prendre le sucre. Donc, elle va aller dans une tulipe, etc. Elle va lui raconter que l'âme, elle est comme ça. Quand l'être humain commence à se faner, à vieillir, eh bien, elle va quitter le véhicule, mais pas s'inquiéter, elle va revenir dans un nouveau bébé. Puis, il va recommencer à l'aider à grandir, puis à s'épanouir et tout. Alors là, elle apprend toute cette différence que tout est en mouvement, que rien ne s'arrête, mais ça change de visage seulement. Et plus loin dans le livre, ces deux parents vont apprendre plus tard qu'ils ont attrapé la malaria en Afrique puis qu'ils ne reviendront jamais parce qu'ils étaient trop loin des dispensaires, tu vois, et tout. Alors donc, elle va faire elle-même face à cette expérience de la mort. Et là, sa grand-maman May va lui ramener « Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué, la petite Déva? » Tu vois, que tout est normal, mais que c'est juste un passage et tout. Un passage. C'est pour aider ses enfants aussi, parce que les parents ils sont maladroits pour parler de la mort, sont maladroits de parler de ces choses-là aux enfants. Et bien souvent, ce que j'ai constaté, quand il y a un décès dans la famille, on prend les enfants, on les emmène chez l'autre mamie. Et oui. Et quand on ramène les enfants, puis un jour, on va dire, les enfants vont dire, on va-tu chez mamie une telle? Grand silence. Elle n'existe plus. Alors, c'est une grosse trahison pour l'enfant. J'ai des adultes aujourd'hui qui me parlent encore de cette difficulté d'avoir été trahi parce qu'elle n'a pas pu aller voir une dernière fois sa mamie. Alors donc, tu vois, si on commence à en parler, les parents, même les parents qui lisent ça, ils ont des outils. On va parler de l'aura, on va parler de champ énergétique. Oui. Et c'est magique en même temps. Mais le champ énergétique n'est pas perçu par tous, n'est pas compris par tous. Non, mais elle va lui faire... c'est un oiseau, c'est un jet bleu qui va y enseigner qu'elle a un champ autour d'elle d'énergie. Parce que quand elle est dans le champ, elle court dans le champ, puis les plantes, les marguerites, disent « Hey, Shanandra, tu es pressée aujourd'hui? Oh, t'as failli m'écraser! » Alors, elle les entend toutes lui parler maintenant, tu vois. Toutes les plantes ont leur langage. Et puis les framboisiers qui l'appellent, tu vois. Et là, elle va rencontrer un jet bleu qui voudrait bien avoir des framboises, tu vois, qui va y chanter une belle chanson, puis... Elle va y tendre des mains pour qu'il vienne prendre des framboises. Et là, il va commencer à lui dire qu'elle a une belle énergie. Elle a une belle vibration. Qu'elle est comme une pierre qu'on tire dans les temps et que ça rayonne. Puis elle aussi, elle est comme ça. Fait qu'elle comprend pas trop. Fait que là, l'oiseau va mettre les ailes dans les airs puis il va dire « Fais comme moi, mets tes bras au-dessus de ta tête puis descends là comme ça, tout autour de toi en étirant tes bras. » Puis là, il dit ça, c'est un champ d'énergie. Tu es dans un œuf de couleur. Puis c'est une vibration. Alors là, elle apprend plein de choses. Puis là, elle y raconte une histoire avec un renard puis un petit Bambi, tu vois. Donc, c'est intéressant puis c'est instructif. Mais on dit qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent, qui s'incarnent, sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus sensibles aux vibrations. Ah, bien sûr, mais de toute façon, de 0 à 2 ans, l'âme de l'enfant, elle est beaucoup plus en expérience extérieure, dans l'énergie que dans son propre corps. Jusqu'à 2 ans, elle voit tout, elle sent tout, elle voit les auras, elle voit toutes les énergies. Et un enfant qui pleure quand quelqu'un veut le prendre, puis elle voit son énergie, là, elle dit non, moi, je veux pas être prise, hein? Alors, elle va se mettre à hurler, à pleurer. Et là, l'autre va faire « Tiens, maman, reprends ton bébé. Hein? » C'est pas pour rien, le bébé indique que non, l'énergie, ça va pas. Hein? Moi, j'ai pas envie.
Tu vois? J'ai un jour une dame qui est venue à ma rencontre parce que son fils de 5 ans lui a dit qu'aujourd'hui, elle avait un pull, qu'elle était en gris et son pull était bleu. Alors, elle lui dit non, maman est habillée en gris. Elle lui dit non, maman est habillée en bleu. Elle lui dit non, tu es grise, maman, aujourd'hui, mais d'habitude, tu es verte. Alors, et comme elle était venue déjà me rencontrer, elle est venue me demander et je lui ai dit, allez vite voir un médecin parce qu'il a vu quelque chose sur votre aura et elle avait un début de cancer. Ah oui. Et l'enfant a dit qu'il voyait sa maman en vert tous les jours et elle a été en grise. Donc c'est quand même... Et c'est là où elle s'est rendue compte que son fils voyait les auras. Ben oui, mais les enfants, ils ont beaucoup de perceptions. Si les parents les cassent pas jeunes, puis qu'ils les laissent dire les choses, puis ils leur disent pas c'est pas vrai, c'est pas ceci, c'est pas cela, eh bien, c'est sûr. Les enfants, exemple, moi, j'ai une de mes élèves, là, elle me raconte que son fils, depuis la naissance, dans son berceau, il se cogne la tête. Il se cogne la tête contre le matelas tout le temps. Il se berce les petites fesses dans les airs, puis il se cognait la tête. Ou quand il pleurait tellement, elle le prenait dans son lit, il se mettait la tête sous son bras. Puis elle dit, je l'ai fait voir par les médecins, ils ne comprennent pas. J'ai dit, ton fils, il est venu au monde un 13? Ben, elle dit, oui, comment ça se fait que tu le sais? J'ai dit, ton fils, il est nécromantique. Il voit les morts. Il voit les entités. Puis il ne comprend pas, alors donc ça lui fait peur. Alors donc, tu vois, il faut que tu y parles. Alors donc, j'ai établi avec elle un protocole. Elle a parlé avec son fils. Maintenant, il n'y a plus de problème. Mais j'ai dit, il ne faut pas que tu lui fasses peur. Il ne faut pas que tu fermes son canal. Parce que si Dieu lui a donné cette capacité, ça va être d'accompagner ces âmes-là vers la mort dans le futur. Tu vois? Pour aider les gens. Oui, voilà. Alors donc, beaucoup de personnes qui viennent au monde un 13 ont des perceptions reliées aux êtres qui sont partis, qui ont besoin d'aide pour passer. Et ça arrive souvent, tu vois. Mais les enfants, ils savent tellement de choses. C'est magique. Moi, j'ai 7 petits-enfants, j'ai eu le temps d'observer, hein. Et l'âme est tellement intelligente. Tu vois, un petit âme qui vient sur la Terre, c'est pas la première fois qu'elle vient sur la Terre. Et moi, je me souviens que j'avais mon petit-fils qui avait 7 mois, puis je le regardais, puis je le gardais. Puis j'étais là, gaga, gougou, tu vois, le truc un peu débile de grands-parents, tu vois. Et puis après, j'ai dit, mais voyons, Céline, puis peut-être plus vieux que toi en tant qu'âme, tu vas commencer à y parler normalement. Alors, je me suis mis à lui dire, bonjour, ma petite âme, je suis contente que tu reviennes sur la Terre. Je sais que tu as des grandes choses à faire. Et tu aurais dû y voir la bouche commencer à se tordre, puis essayer de me parler, puis il avait les yeux là, puis s'il aurait pu dire, là, j'aurais eu une conversation extraordinaire. Mais là, on avait parlé de la vraie langue, le vrai langage, tu vois. Justement, tu viens de réaliser un CD, Commencement de votre histoire humaine, alors qui regroupe plusieurs choses. Le voyage de l'âme et les scénarios de naissance. En fait, ce CD, c'est 2 parties de mes cours, une bonne approche, tu vois, qui va parler du voyage de l'âme pour expliquer aux parents qu'est-ce que l'âme décide avant de venir sur la Terre. Le choix des parents, c'est pas un hasard, parce que les parents vont être, en fait, le bagage, ils vont servir de bagage à l'enfant pour rentrer sur cette terre. C'est-à-dire, quand je parle du bagage, selon qui il était intérieurement, si c'est un être généreux, si c'est un être qui a eu, je sais pas moi, des expériences reliées à la mer, par exemple, un marin, si c'est un enfant qui avait, c'est un être qui était dans une autre vie aussi, incapable de s'exprimer, tu vois, il va choisir des parents qui vont avoir tout ça. Et ça ne sera pas un hasard parce qu'il faut qu'ils retrouvent ses bagages. Il choisit. Donc, les parents, eux autres, ils vont être l'empreinte laissée de d'autres vies pour les reprendre et les retravailler dans cette vie-ci en positif, tu vois. Mais il y a des parties positives qui vont aider à augmenter les parties difficiles. C'est difficile pour les gens qui choisissent des familles d'incarnation extrêmement lourdes et compliquées avec des abandons, des abus, Qu'est-ce que tu crois? Oui. Qu'est-ce que tu crois qu'on a fait dans une autre vie? C'est difficile à entendre pour les gens qui ont vécu des Oui, parce que tant qu'on veut jouer en victime, ça, c'est sûr. C'est ça. Si tu veux être une victime, tu vas avoir la maladie de la stacose. C'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de la société. C'est jamais ma faute. Mais tu t'en sortiras jamais. Tu t'en sortiras jamais. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été agressée sexuellement à 12 ans par mes oncles. Tu vois? À 15 ans, on m'a menacée au couteau. À 17 ans, on m'a enlevée. On a encore voulu, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement enrhumée, grippée.
Tu sais, quand t'as les yeux qui coulent, le nez qui coule, je pense que ça l'a dégoûté, il m'a ramené. Alors, j'ai été chanceuse. Mais j'ai vécu ça comme un retranchement sur moi parce que ça m'arrivait à moi, pas à mes sœurs, quoi. Tu vois? Et quand j'ai fait mon premier décès à 36 ans et que j'ai vu que dans une de mes vies avant celle-ci, 5 vies avant celle-ci, que j'avais été un soldat romain qui avait agressé sexuellement des femmes, mais pas d'une façon géniale non plus, hein? C'est pas agréable de voir les choses. J'ai compris que je ne m'étais pas pardonné d'avoir fait ça dans une autre vie et que je suis venue apprendre par l'expérience. À partir de ce moment-là, la guerre était finie. Et justement, comment tu fais intervenir la notion de pardon dans le quotidien, en fait? En fait, c'est à soi. Oui. Tu n'as pas à pardonner à personne. Hein? Tu crées tes agresseurs. Moi, je les ai créés pour apprendre. Mais pour intégrer le pardon, par exemple, aujourd'hui, tu reconnais avoir été ce soldat. Oui. Comment on dit aux gens, il faut vous pardonner. Ça se passe comment, le Ah oui, pardon? mais bon, écoute, quand on est rendu là, je fais un grand parcours avec eux avant. Ah, Tu vois, je ne parlerai pas direct comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas d'oreille celui qui ne veut pas entendre. c'est clair. Il faut être clair. Donc, c'est un parcours, je suis quand même psychologue. Je n'irai pas directement dire, voilà, il faut que tu te pardonner. On va décortiquer ensemble, on va regarder la naissance, on va regarder sa gestation et tout ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé antérieurement. Tout ça. Dans tout le parcours de vie. Exactement. Après, on va savoir pourquoi qu'il va y avoir eu ces programmes-là. Moi, je veux dire, j'ai tellement aidé de gens, puis des femmes agressées, il y en a partout sur la planète. Alors donc, tu imagines que tout ce que j'ai pu porter avec eux, les conférences que j'ai faites, j'ai expliqué beaucoup de choses. J'ai eu des centaines de témoignages. Et la guerre se finit, on retrouve cette paix intérieure. Et ça, c'est grandiose, tu vois. À partir du moment qu'on sait qu'on est venu juste apprendre par où qu'on a passé, tu vois. Moi, je me souviens que plus tard, mon oncle est venu me voir me demander pardon. Et j'étais capable de lui dire, je dois te remercier de m'avoir permis d'être qui je suis. C'est là où finalement on se rend compte que le travail est fait. Oui, exactement. Et j'ai l'autre de mes oncles qui, il y a 2 ans, quand ma mère est décédée, et il avait 83 ans, il est venu me demander pardon. J'ai dit, tu sais, toi, c'est le plus important. Est-ce que toi, tu t'es pardonné? Parce que si tu t'es pas pardonné, ça va être galère dans une autre vie. J'ai dit, rentre chez toi, puis il va te pardonner. Mais sincèrement, tu vois. Parce que moi, je sais. Si tu le fais pas... Des actes conscients et inconscients. Voilà. Donc, tu sais, je ris parce que ce matin, j'avais un exemple à l'hôtel Annecy. Hier, on m'a remis 10 € de trop. Alors, donc, en me payant ma facture. Alors, ce matin, je redescends, puis je lui ai ramené 10 € à la dame. Puis c'était pas la même dame, elle ne comprenait pas. J'ai dit, écoutez, on m'a remis 10 € en trop, je le redonne. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, écoutez, madame, j'ai dit, les karmas pour 10 € ça vaut pas la peine. Tu vois, ça vaut pas la peine, tu vois. Je préfère, moi, avoir la paix dans mon âme que penser que j'ai pris quelque chose qui m'appartient pas. C'est pas possible, tu vois. Alors, quand tu regardes les gens étonnés juste pour un petit geste comme ça, il y a beaucoup de travail encore à faire sur la terre, hein? Alors aujourd'hui, comment ça va se dérouler pour te rencontrer et passer un bout de chemin avec toi et apprendre un petit peu du chemin de l'âme? Comment tu as mis les choses en place Bien. Avec Brigitte donc Revetto, Oui. qui est ton organisatrice en France. Oui. Comment ça se passe? Bien, écoutez, je viens dans cette région ici, qui est la région de quoi? Du Var. Du Var. Parce que, pardon, j'ai fait beaucoup la France un peu partout, mais je ne sais même pas où j'en suis rendue. Le Var. Du sud-est de la France et le Var. Ouais. Parce que j'ai envie de venir dans cette région. Je me sens appelée à partager mes connaissances et tout. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire, parce que c'est sûr que les gens qui viennent d'une de mes formations, ben, il y a beaucoup de thérapeutes. J'ai des médecins, des psychologues, des sages-femmes, des infirmiers, des professeurs, des directeurs d'école. J'ai eu beaucoup de professionnels qui utilisent mes formations. À Strasbourg, j'enseigne aussi une technique en énergie de fermeture des corps, des opérations que j'ai reçues de mes guides sur les membres fantômes. Ben, à l'hôpital de Strasbourg, maintenant, les médecins le pratiquent.
après amputation. En Suisse, on pratique déjà des mémoires en soins palliatifs. Donc, il y a déjà des techniques qu'on pratique dans ce que j'enseigne, parce que j'enseigne aussi des techniques énergétiques par les solides de Platon, des activations. J'enseigne un massage aitrique, qui est une relation avec l'être intérieur, qui est un massage spirituel. Pardon, je vais boire un peu. Merci. Alors donc, je vais enseigner ça, mais je vais aussi... je fais beaucoup d'initiations aussi sacrées que j'ai reçues par les sages dans d'autres pays du monde, parce que j'ai voyagé Avec beaucoup. les Amérindiens? Entre autres, mais beaucoup plus avec l'Amérique du Sud. Avec les Mayas, les Incas, j'ai beaucoup de relations avec ces êtres-là. J'ai voyagé beaucoup dans ces pays-là et j'ai eu la chance... même si je voulais pas, parce que je suis pas une personne qui aime me mettre trop devant, les sages, ils me sortaient toujours de la foule. Même si j'essayais de me cacher, on disait « Toi, viens ici », tu vois. Alors donc, c'était... Et voilà, on m'a beaucoup transmis des connaissances sacrées et on m'a dit que c'était ma mission aussi de transmettre ces connaissances. Et je trouve que c'est un chemin qui va bien après avoir fait le voyage de l'âme. Parce que là, c'est comme si je les emmène à l'université, avec des connaissances beaucoup plus poussées, quoi. Après, je dis toujours, c'est pas parce que tu reçois une connaissance initiatique que tu es initié. Tu deviens un initié à partir du moment que tu pratiques. Tu pratiques. Voilà, c'est ça. L'intégration. L'intégration, c'est le plus important. Voilà. Et voilà, je fais beaucoup de voyages initiatiques dans des pays différents. Et cet été, on en propose 2 au Canada, avec moi et une copine qui est de nation amérindienne et qui, elle, va emmener sur des réserves indiennes le groupe aussi, vivre une expérience en forêt, dormir dans des tipis. On va aller aux baleines et tout, parler aussi avec ces êtres de sagesse. Il y a beaucoup de choses que je fais. Avec Brigitte, ma collaboratrice, ici en Europe, eh bien... Avec elle, vous pouvez avoir tous les renseignements où je suis. Allez sur mon site Internet à www.celinebrulé.com. Vous allez voir tout le temps, selon le pays, vous allez voir, cliquer dans le pays pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les voyages sont inscrits aussi. Alors donc, c'est Brigitte qui vous tient au courant. Peut-être qu'elle pourrait vous en dire un peu plus sur la façon que je travaille. Brigitte, alors comment va se passer la tournée 2014 de Céline? La tournée 2014, on va commencer, on sera sur la région à partir d'avril. Pour l'instant, on n'a pas encore fixé les dates, donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer des mails ou à me demander des renseignements. Je suis en train de me renseigner au niveau des lieux pour faire une tournée. Ça sera sur avril, donc on n'a pas de date, n'hésitez pas à appeler. Et puis Céline reviendra logiquement. Céline vient 6 mois dans l'année sur la France, on va dire en Europe. Donc elle fait la France, la Suisse et la Belgique. Donc en fonction des formations qu'on commence à établir, il faut compter toujours un petit décalage d'1 mois à peu près. Il y aura un décalage d'1 mois. Et puis après, effectivement, les voyages initiatiques. Moi, je réponds à toutes les demandes concernant Céline, puisque j'ai ce grand bonheur de pouvoir l'organiser depuis 3 ans. Puis j'ai d'autres Québécois qui sont... Voilà. Mais avec Céline, en tout cas, on a volontairement choisi de venir. C'est vrai, ça a été un appel pour venir sur la région. Moi, je connais un petit peu la région parce que j'y ai vécu 10 ans, mais pas vraiment ici. J'étais à Salon-de-Provence. Je suis née à Marseille, donc voilà, c'est une région que je connais un petit peu... voilà, qu'on voudrait développer. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, en tout cas Céline, de ton passage sur la radio. Merci beaucoup. Merci de ton invitation, Isabelle, d'avoir pris du temps de nous recevoir. C'était un plaisir. C'est le premier visage que je vois ici dans le Var. Amical et tout. Alors voilà, c'est un beau commencement. Merci. Et en tout cas, belle tournée. Et puis, n'hésite pas, en tout cas, à nous donner des infos et on transmettra par le biais de la radio. Merci infiniment et à tout bientôt. Grand plaisir. Au revoir. revoir.